Bonjour à tous. Ravi d'animer cette deuxième édition de l'Iban First Global Business Summit. On l'a entendu, protectionnisme, explosion de l'intelligence artificielle, cybersécurité, instabilité géopolitique, les défis auxquels sont confrontées les entreprises sont plus que nombreux. On pourrait d'ailleurs passer à l'intégralité de cette matinée uniquement à les lister. Je vous rassure, on ne va pas le faire aujourd'hui. Comment s'adapter à cette nouvelle réalité ? Quelles actions mettre en place concrètement? Au cours de cette première table ronde dont vous voyez le titre « Nouvelles règles mondiales, demande à ton père », vos invités, nos invités et les vôtres également vont nous partager leur réalité du terrain, leurs expérimentations ainsi que leurs réussites. Alors pour démarrer, je vais vous demander à chacun de vous présenter et puisque le thème est si vaste, on va en profiter pour vous demander quelles sont, selon vous, les nouvelles règles mondiales avec lesquelles les entreprises doivent composer? En gros, qu'est-ce qui a changé? Augustin Pro, vous êtes donc CEO et cofondateur de Weglot. Bienvenue Augustin. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter et nous donner votre vision de cette nouvelle réalité? Bonjour, merci beaucoup. Donc moi je suis Augustin Pro, je suis le cofondateur et CEO de Weglot. Weglot, qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui permet de traduire des sites web, des applications web. Concrètement, si vous allez sur un site et que vous voyez un petit bouton de langue qui permet de passer du français à l'anglais ou l'espagnol, c'est possible que ce site utilise notre produit. On a 50 000 clients dans 150 pays aujourd'hui. Et quelle est ma réalité aujourd'hui et ma vision? Nous, ce qui change beaucoup, c'est la révolution technologique. Ce qui a changé, je pense, pour nous dans les 12 derniers mois, c'est l'intensité et la fréquence à laquelle ça change. On a observé, on a créé la boîte il y a 10 ans, et là, ça s'est vraiment accéléré, et le but, c'est d'arriver à s'adapter. Merci beaucoup. Jérôme Boulon, donc vous êtes chez Neovad. Présentez-vous, votre entreprise et votre nouvelle réalité. Avec plaisir. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc Neovad, c'est un grossiste en cybersécurité. Donc c'est quoi un grossiste? C'est qu'on signe des contrats de distribution avec des éditeurs américains, israéliens, français, indiens, et on diffuse leurs produits en France au travers de revendeurs. On ne vend pas directement nos solutions à des clients finaux, mais on alimente des revendeurs sur ces thèmes de cybersécurité et d'infrastructure. C'est vrai que moi, ça fait quelques années que je fais ce métier de distribution. Et on sait que le contexte géopolitique, les offres, les devises, puisqu'on achète systématiquement en devises, il y a cette fluctuation permanente. On vend de plus en plus d'abonnements cloud. Le modèle de vente est passé d'un modèle OPEX, un modèle CAPEX à un modèle OPEX. Donc on ne vend plus que des abonnements sur des durées qui sont quand même assez longues. Et pour garantir nos marges dans la durée, on est obligé de se couvrir et de protéger un petit peu notre business pour le développement. Donc voilà, c'est vrai que ce contexte, c'est très fluctuant. Donc on est très prudent là-dessus. Merci Jérôme. On passe à un autre Jérôme Giacomoni. Donc, vous êtes cofondateur et président d'Aérophile Group. Présentez-vous et donnez-nous notre vision. Elle est assez tranchée, on va l'entendre. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai créé la société Aérophile avec Mathieu il y a 33 ans. Donc, nous, on vend des grands ballons captifs. Celui qui est le plus connu, c'est la Vasque Olympique, mais on a aussi le ballon dans le 15e. Et on a vendu 120 ballons dans 40 pays. Donc, ça fait 33 ans qu'on vend à l'international. Alors moi, mon avis est un peu tranché. Je pense il y a toujours eu des crises, il y a toujours eu des choses qui se sont passées, et il y a des marchés qui émergent et des marchés qui se ferment. Donc là, effectivement, pour moi, le marché qui s'est le plus fermé, qui est vraiment quelque chose de compliqué, c'est la Chine. C'est-à-dire que nous, on avait l'habitude de vendre en Chine pendant longtemps, et puis là, c'est vraiment fermé. Par contre, peut-être que les États-Unis, les taxes Trump, c'est sûr que c'est pas agréable, mais ça fait partie du commun de tout ce qui se passe. Et si moi j'ai un conseil, c'est plutôt de voir quelles sont les zones du monde qui sont en train de s'ouvrir. Et il y en a. Et il faut être les premiers, un peu comme en surf, il faut être le premier avec sa planche, parce qu'il y a des zones qui s'ouvrent, qui ne sont pas obligatoirement dans les radars. Moi, je pense notamment aux pays de l'Est, et je pense à l'Amérique latine. Le Middle East s'est beaucoup ouvert. Là, c'est devenu plus compliqué. Donc, il y a des zones qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc, moi, je dirais qu'on est plutôt dans un flux à long terme sur des régions.
Merci beaucoup. Sonia Boudier, vous êtes directrice générale déléguée chez IBAN First. Quelle est la nouvelle réalité? Quelles sont les nouvelles règles pour les small and medium multinationals, puisqu'on en parle? Alors effectivement, David a présenté IBAN First en introduction et a parlé de nos clients, les small et medium multinationals. Et en accompagnant nos clients dans leurs besoins en devises, paiement en devises, mais aussi pour les aider à protéger leurs marges, ce qu'on observe et ce qui est marquant, c'est l'augmentation de la volatilité. C'est plus une exception, c'est un peu la norme dans laquelle, alors, tu le mentionnais très très bien, mais c'est une réalité dans laquelle nos clients doivent actuellement opérer. Il y a un deuxième sujet que je voulais mentionner, qui rejoint un petit peu Augustin, pardon. C'est la disruption technologique, donc en particulier avec l'IA, qui va créer une différence entre les acteurs, entre ceux qui se l'approprient et ceux qui le subissent, mais qui aussi amplifie, et on en parlera, j'imagine, compte tenu de ton activité, Jérôme, mais qui amplifie le risque cyber. Alors justement, on va démarrer avec l'intelligence artificielle et on va en parler et en reparler en cours de cette matinée. Préparez-vous. L'intelligence artificielle s'insère dans tous les secteurs, en particulier dans celui des SaaS dans lequel vous évoluez, Augustin. Quelle est votre réflexion par rapport à cela? Est-ce que vous vous sentez menacé ou au contraire, voyez-vous cela comme une opportunité? Nous, on s'est interrogé il y a 1 an de savoir comment on allait réagir à cette nouveauté technologique. Et c'est mon associé qui a pris le sujet à bras-le-corps et qui s'est demandé si demain je devais reconstruire Wiglot de zéro, qu'est-ce que je ferais? Et donc il s'est dit, je suis dans mon garage, je vais utiliser l'intelligence artificielle et je vais voir si à la fin ça permet d'apporter plus de valeur à nos clients avec une meilleure traduction par exemple. Et rapidement, grâce à l'IA encore, en 1 mois, il est passé de l'hypothèse au test. Et au bout d'1 mois, on avait un peu les premiers résultats qui étaient de dire oui, effectivement, on arrive à une qualité de traduction qui est meilleure. Et donc là, on doit prendre une décision. Est-ce qu'on attend? On fait rien? On peut peut-être survivre pendant 2-3 ans? Ou est-ce qu'on s'adapte et on essaie de rapidement en faire une opportunité pour Wiglot? Et donc là, on a décidé de s'adapter et de prendre une décision ambitieuse qui est de reconstruire le produit pour l'intégrer dans le produit et en avoir le plus de valeur possible pour nos clients. Donc concrètement, ça se présente comment? Et concrètement, ça se présente comment? Ça se présente, ça fait 6 mois que les équipes travaillent dessus, parce que c'est pas pareil de créer un produit de zéro il y a 10 ans avec rien que d'avoir 45 000 clients dans 150 pays et devoir recommencer. Et concrètement, ça veut dire que là, dans quelques semaines, début janvier, on commence les premiers tests en live avec nos premiers utilisateurs. Et dernière petite question, est-ce que les équipes ont réagi favorablement à cette annonce? Je pense que oui, je pense qu'elles ont. C'est la conduite du changement, c'est jamais évident, mais avec de la communication et en essayant de partager ensemble le constat que c'est indispensable pour continuer pour survivre, de s'adapter et de faire ces changements, ça a été compris et l'équipe est embarquée. Alors, en préparant cette conférence, vous m'avez parlé donc de l'intelligence artificielle et d'un autre aspect qui était intéressant, c'était celui de faire des LLM et des IA génératives un véritable canal d'acquisition marketing. Expliquez-nous. Oui, absolument. Moi, je ne sais pas pour vous, mais aujourd'hui, la plupart de mes recherches, je les fais principalement sur les LLM, donc ChatGPT ou autres. Et donc, la nouvelle règle, c'est comment est-ce qu'on arrive à nous-mêmes, Wiglot, ressortir dans les résultats de réponse pour les questions qui sont autour de notre métier, mais comment est-ce qu'on va aussi essayer d'aider nos clients dans les différentes langues qu'ils adressent à apparaître dans les résultats de réponse d'un ChatGPT ou Mistral ou autre. Et est-ce qu'on a, on ne connaît pas, c'est encore un peu l'inconnu. Et on essaie de faire un peu des premiers tests, des premières études, mais on s'aperçoit que quand on a un site traduit, on a 2 à 3 fois plus de chances d'apparaître dans les résultats de recherche des LLM pour la langue que vous traduisez. Donc si je cherche en espagnol et que j'ai des pages espagnoles, j'ai plus de chances d'être visible. Merci beaucoup. Jérôme Boulon, donc je me tourne vers vous. Les plateformes d'IA générative basées sur des LLM ouvrent de véritables brèches de sécurité. On le voit au quotidien dans les petites et les grandes entreprises. Quelles précautions les entreprises et les salariés doivent-ils tous adopter ? Alors, vaste sujet, c'est vrai que l'IA, tout le monde le connaît à titre individuel. Et de plus en plus d'entreprises l'utilisent. Donc on va dire qu'il y a une IA qui est utilisée chaque jour avec ChatGPT, on s'interroge, on pose des questions, et les entreprises le mettent de plus en plus en place.
Et les collaborateurs ont tendance à envoyer des documents, donc à faire des fuites de données pour essayer d'obtenir des informations rapidement par ChatGPT. Donc on voit qu'il faut sécuriser, il faut contrôler un petit peu ce que font les utilisateurs. Et en effet, nous, on distribue des solutions qui permettent ce genre de choses. Entre autres, c'est quand même très, très complexe, mais il y a énormément d'abus et il y en aura de plus en plus. Et par ailleurs, vous avez de plus en plus d'attaquants qui s'organisent avec l'IA, au même titre que les défenseurs s'organisent avec l'IA. La semaine passée, il y a une IA à 80% autonome qui a fait des tentatives de pénétration dans plein de systèmes partout dans le monde. Je ne sais pas si vous avez lu l'actualité. Et en effet, la meilleure façon de se défendre sur des mécanismes d'attaque IA, c'est encore l'IA. Donc ça fait un petit peu science-fiction, mais la réalité, elle est actuelle et ça va encore s'amplifier. Donc moi, les petits conseils, c'est sûr que dans les entreprises, on doit se préparer à tout ça. On doit aussi former les utilisateurs, comme on doit former les familles. Moi, je suis père de famille et les enfants ont vite fait de récupérer des réponses très simples avec des chats comme ChatGPT. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement, de la formation dans les entreprises et même vous avez des outils d'IA qui vous permettent de former vos collaborateurs et de faire de la prévention autour de tous ces risques et ces menaces liées à la fois à l'IA, mais à la cybersécurité en règle générale. Et vous me disiez également que les entreprises françaises avaient un petit défaut, c'est qu'elles attendaient souvent d'être attaquées pour réagir. Ah, absolument, ça c'est un petit peu culturel. On a du mal à investir en proactif, on est plutôt réactif. Et vous voyez encore une fois l'actualité. Je vous invite à regarder sur ChatGPT les 10 plus grosses attaques cybersécurité de 2024 et 2025. Vous serez surpris de voir que c'est quand même beaucoup de très grandes sociétés qui sont déjà très équipées, mais qui le sont plus ou moins bien. Et en effet, on a un sens gaulois qui est le réactif. Tant qu'on n'a pas eu le problème, pourquoi payer ? Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de sociétés qui reviennent de tout ça, qui essaient de faire le maximum. C'est complexe, il y a énormément d'acteurs. Bien souvent, on se suréquipe et c'est pas pour ça qu'on est très bien sécurisé. Donc, il faut surtout trouver les bonnes solutions, aussi bien pour gérer les identités, les mots de passe, les interconnexions de sites. Enfin voilà. Et nous, on essaie de proposer, en tout cas, un ensemble de solutions simples pour éviter la complexité. On a vite fait de tomber dans le plat de spaghettis avec des tas de solutions de cybersécurité. Donc nous, c'est de proposer des solutions simples, cloudifiées, pour faciliter l'usage de la cybersécurité et également de l'IA, donc sécuriser l'IA pour éviter les fuites de données dans vos sociétés. Alors, les menaces ne cessent de s'intensifier, en particulier de la Russie ou de la Chine, et elles touchent toutes les entreprises. Elles touchent également les institutions financières. C'est délicat. Sonia, comment on y fait face ? En effet, là, je vais complètement aller dans ton sens, Jérôme, sur l'intensification. En fait, le coût des attaques s'est effondré et la sophistication a explosé avec l'IA. C'est assez marquant, on l'observe. Alors, nous, IBAN First, en tant qu'institution financière, c'est un sujet qu'on adresse depuis très longtemps, heureusement. On y est très sensible. Et en investissement sur nous-mêmes pour nous protéger, on protège aussi, par extension, nos clients. Et ce qu'on observe, c'est que malheureusement, dans le contexte actuel, avec cet effondrement des coûts et cette sophistication des attaques, on avait avant une sorte de barrière naturelle sur les PME. C'est-à-dire qu'en petite organisation, le fait qu'une attaque coûte du temps, de l'énergie et beaucoup aux attaquants, aujourd'hui, c'est plus le cas. En fait, c'est devenu presque un business mass market et les PME sont plus protégées. Ce qu'on voit, c'est que pourtant, il n'y a pas beaucoup de réactions. Et on fait des tests assez simples chez nous. C'est qu'on regarde, par exemple, les domaines de nos clients. S'ils sont protégés derrière, alors tu connaîtras, derrière la partie de démarque. Et 91% des domaines de nos clients ne sont pas protégés contre l'usurpation d'identité. On scanne aussi à intervalles réguliers le dark web pour regarder s'il y a des fuites en lien avec le nom IBAN First. Et beaucoup des identifiants de nos clients remontent. Donc on a, au cours des 6 derniers mois, remonté 30 clients qui s'étaient fait usurper
identifiant de connexion. On a pu les prévenir, mais ils n'étaient même pas au courant qu'ils avaient été attaqués. Donc voilà, on est vraiment dans un cadre, je pense que c'est ce qui est marquant, c'est cette attaque cyber, c'est ce sentiment que les PME pouvaient être un petit peu épargnées parce que c'était trop cher et le ROI des attaques était trop faible. C'est plus le cas. C'est vraiment un business mass market et il faut s'y préparer. Alors, l'autre grand bouleversement qu'on observe, c'est le protectionnisme et le retour des droits de douane, plus particulièrement. Donc, c'est cette dernière année, grosso modo. Jérôme Giacomoni, donc, on l'a dit, vous êtes à la tête d'Aérophile, qui travaille beaucoup à l'international et notamment avec les États-Unis. Expliquez-nous votre stratégie si la demande y diminue. Vers quel marché vous dirigerez-vous à ce moment-là ? Alors, voilà, je pense que pour les États-Unis, ce qui est important, c'est que le marché soit actif, c'est-à-dire qu'il y ait des acheteurs, des investisseurs. Donc, c'est ça qui est le plus important. Est-ce que Trump a donné confiance à l'économie ? Moi, je reviens, là, j'étais à Orlando la semaine dernière. Je n'ai pas vu de grands changements et j'ai vu plutôt un pays qui cherche à continuer à investir parce que c'est vraiment le moteur des États-Unis. Donc, pour moi, ça reste un phénomène qui est négatif, mais qui n'est pas profondément négatif, comme peut être la fermeture du marché absolu chinois, là où il y a vraiment une fermeture du marché. Donc, le change a un peu bougé, mais pas tant que c'était prévu. Enfin, vous vous souvenez que Trump voulait vraiment baisser le dollar. Finalement, il est encore à 1,15. Moi, je me suis protégé à 1,17, donc j'ai fait une petite paume. Mais je pense que ça reste... Pour moi, ça reste du domaine de, peut-être pas de la vaguelette, mais ça reste, c'est pas ça qui va changer profondément, de mon point de vue. Attention, je parle pas de, il y a sûrement des marchés pour qui c'est une catastrophe. Pour moi, ce qui est important, c'est que le marché de l'entertainment continue à se développer. Universal vient d'ouvrir un énorme parc, ils ont mis 7 milliards de dollars. Donc, s'ils mettent 7 milliards de dollars, ça veut dire qu'ils ont besoin de fournisseurs. La plupart des fournisseurs sont européens encore. Donc voilà, on continue à travailler. Donc pour moi, c'est plutôt ça. C'est est-ce que économiquement, les pays continuent à être actifs. On parle de Trump, hein, c'est 15%, mais par exemple au Brésil, c'est 100% de taxes. Et voilà, là, c'est des vrais chiffres. Donc voilà, je pense que c'est plus savoir si les pays continuent à être actifs. Et d'un point de vue un peu plus particulier par rapport à votre entreprise, vous êtes une entreprise dans un business qu'on peut qualifier de niche. Est-ce que vous vous sentez protégé par rapport à ça ? Non, il faut toujours être extrêmement vigilant. Je pense qu'il y a une régionalisation du monde et que quelque part la régionalisation du monde nous sert aussi, puisque finalement nos voisins ont plus tendance à prendre des produits chez leurs voisins que d'aller à l'international. Donc voilà, il faut regarder ces opportunités au niveau local et au niveau régional maintenant. Le monde s'est vraiment effectivement mis en grande zone. Donc écoutez, pour l'instant, moi je n'ai pas vu de changement. Il faut juste être réactif. Voilà. Merci beaucoup. Jérôme Boulon, vous, ce ne sont pas les droits de douane en tant que tels qui vous affectent, mais plutôt l'imprévisibilité des décisions de Donald Trump et les réactions des partenaires ou ennemis commerciaux. C'est selon vous subissez une fluctuation importante des devises, même si ça se rééquilibre aujourd'hui. Expliquez-nous votre quotidien par rapport à ça. Oui, comme je l'expliquais, on achète, la plupart de nos achats sont en dollars et sont sur une durée. Et garantir des marges sur une durée, c'est un peu complexe. Sachant qu'on est dans un secteur très compétitif, il y a beaucoup de monde dans la cybersécurité et les clients ont toujours le choix. Donc ils s'attendent évidemment au meilleur prix et les marges des intermédiaires, ils ne les considèrent pas vraiment. Donc c'est à nous de nous protéger, de sécuriser sur la durée, donc d'acheter à terme. J'ai appris, grâce à IBAN First, plein de termes sur les achats et c'est très intéressant. Et ça nous permet, en tout cas à nous, sur la durée, de garantir nos marges et de garantir notre développement, nos profits, puisque c'est quand même essentiel pour se développer.
Et donc vous surveillez au quotidien l'évolution des devises, comment ça se... Oui, disons qu'en un mois, il peut y avoir une hausse ou une baisse de 3, 4, 5%, hein, parfois. Nous, on l'a vu. Des fois, on se dit on va faire une belle affaire en one shot. On reçoit la facture en début de mois pour un certain montant en dollars. Et quand on doit la payer à la fin du mois, on a perdu 3, 4, 5% de marge, hein, parce qu'il y a des fluctuations rapides. J'en parlais avec une société que je connais également. Ils ont eu le même problème en Turquie. Donc, c'est pas uniquement lié à la devise américaine. Il y a des fluctuations très rapides. Et plus les fluctuations sont rapides, plus on est impacté. Puisqu'on croit se couvrir sur le terme, sur plusieurs années. Mais les risques peuvent être dans la semaine, dans la journée ou dans le mois. Donc c'est des solutions très délicates. Donc c'est vrai à un moment, je regardais le dollar quand je me réveillais la nuit. Bon, j'ai arrêté ça parce que c'est quand même intrusif. Mais c'est vrai qu'on est vigilant puisque ça peut avoir un impact rapide sur notre business. Et Sonia, la volatilité, vous, c'est votre quotidien? Je suis ravie que Jérôme ait fait une telle promotion d'IBAN First. Non, effectivement, c'est extrêmement important ce qu'il dit, c'est que pour certains, ça peut être une petite perte. Pour d'autres, c'est vraiment l'intégralité des marges qui peuvent être en jeu. Donc ce sujet de la volatilité est absolument prégnant quand on opère à l'international et qu'on doit protéger ses marges. Pour moi, c'est plus un accident, effectivement, c'est une norme, c'est un standard de business de vivre dans un contexte avec de la volatilité sur les devises. Et on ne peut pas supprimer cette volatilité, mais on peut l'absorber avec ce mécanisme d'anticipation. C'est pour moi un des critères qu'il faut prendre en considération maintenant pour opérer, c'est d'anticiper ces variations sur les devises, mais aussi sur d'autres critères de fonctionnement, avec une meilleure anticipation sur sa trésorerie aussi, dans un tel contexte. C'est les deux critères qu'il faut avoir en tête pour opérer aujourd'hui. Et vous, Augustin Pro, donc vous êtes impliqué à l'international, notamment aux États-Unis. Vous nous l'avez expliqué. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre activité et comment elle prend forme? Oui, nous, notre première région, c'est l'Amérique du Nord, où la plupart du temps, on est réglé en euros. Mais pour certaines catégories de nos clients, on est réglé en devises. Et un peu de la même manière que le décrivait Jérôme ou Sonia, c'est important pour nous d'avoir une infrastructure de paiement qui soit à la fois simple, qui permette d'accepter des devises étrangères. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on utilise IBAN First, ce qui nous permet de pouvoir collecter en dollars et payer un certain nombre de nos fournisseurs en dollars. Donc nous, on régionalise plutôt notre façon d'opérer grâce à IBAN First, qui est notre interface pour tout ce qui est nos opérations en devises en dehors de l'Europe. Est-ce que, comme Jérôme Giacomoni, pardon, je vous donne la parole aussi après. Est-ce que, comme lui, vous ne voyez pas de différence concrètement dans votre activité là-bas? Est-ce que vous voyez la même demande, la même activité et le même intérêt? Nous, aujourd'hui, on n'a pas encore de signaux négatifs aux États-Unis. Alors, on est sur on a un plutôt mass market comme positionnement, donc on a beaucoup de clients, mais on a toujours une forte demande, un fort appétit pour aller chercher des solutions de leaders. Et non, pour le moment, c'est toujours très, très dynamique aux États-Unis. Et Jérôme Giacomoni, dernière question avant de passer au mot de la fin, et à une petite conclusion pour chacun. Vous, cette nouvelle réalité, on l'a compris, vous naviguez avec, mais s'il fallait donner un conseil à toutes les entreprises ici qui sont présentes à l'international et qui regardent différents marchés, vous l'avez dit en introduction, vous tournez vers d'autres marchés, notamment l'Europe de l'Est, par exemple? Oui, en fait, il faut vraiment regarder les dynamismes. L'Argentine, vous voyez, là, aujourd'hui, Milei, qui était donné perdant, a gagné, et c'est un pays magnifique. C'est un pays qui avait une inflation à 200%, elle a baissé à 30%, et ce qui est important, c'est la confiance. En fait, dans tous les pays, ce qui fait que ça marche, c'est la confiance, et quand les gens ont confiance, ils investissent, je dirais presque quelles que soient les situations locales. Et du coup, ça ouvre des marchés. Et voilà, donc je pense à l'Argentine, je pense à la Colombie, je pense au Brésil. Je pense que l'Amérique latine est en train de s'ouvrir. Les pays d'Europe de l'Est aussi, la Roumanie, la Serbie, la Hongrie, tout ça, c'est des pays qui ont aussi une soif de développement. Donc, en ce moment, c'est les régions sur lesquelles je travaille.
L'ASEAN aussi, quand même, tout ce qui est au Vietnam, Thaïlande, Indonésie. Voilà, c'est des zones du monde auxquelles on ne pense pas toujours. Il y a même une zone du monde auquel on penserait rarement, qui est l'Asie centrale, avec l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, où finalement, c'est des pays qui ont envie de s'ouvrir, qui ont envie d'investir, malgré toutes les difficultés qu'on a. Et de toute façon, tous les pays, c'est compliqué. Il n'y a jamais de business facile. Mais voilà, c'est plutôt l'appétence qui est importante. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander à chacun donc, de rebondir un peu sur le même état d'esprit et de coller au titre de la table ronde Demande à ton père, si vous aviez un conseil, ou alors quel est l'élément que vous avez découvert dans la gestion de votre entreprise qui vous a aidé à surmonter les changements ou les non-changements, on l'a compris, et ou un conseil auprès des entreprises aujourd'hui. Voilà, soyez large, allez-y, vous avez le temps, chacun, celui qui veut commencer. Le mot de la fin. Eh bien, moi je dirais qu'en effet, je suis dans le monde de la cybersécurité et c'est quand même un risque qui peut faire basculer votre entreprise du jour au lendemain dans un super business à s'écrouler. On l'a vu chez d'autres. Donc évidemment, je vais faire un peu la promotion de mon business. Faut quand même surveiller ses données, faut surveiller ses utilisateurs, faut quand même s'équiper. Faut pas non plus complètement être parano, mais faut bien s'outiller et se faire accompagner, d'anticiper, d'estimer sa surface d'attaque. C'est vrai, comme l'expliquait Sonia tout à l'heure, le fait de savoir qu'IBAN First a eu aussi des tentatives d'attaque. Vous voyez, personne n'est à l'abri de tout ça. Oui, les clients. Non, j'entends. Non, oui, pardon. Autant pour moi. Donc, en effet, les clients IBAN First. Donc, voilà, on est dans ces menaces permanentes de Chine, de Russie ou de partout, mais c'est surtout avoir les bons outils, être bien accompagné. Et par ailleurs, vous avez cette arrivée de l'IA qui risque de déstabiliser un peu ce monde un peu fragile. Et puis nous, d'un point de vue business, c'est clair que travailler avec IBAN First, c'est une chance. C'est réduire aussi toutes ces commissions qu'on peut payer à des banques qui sont moins structurées, d'avoir une plateforme unique pour le paiement de nos factures en dollars, en devises, partout dans le monde. Voilà, donc c'est un plaisir déjà de travailler avec les équipes IBAN First. Et en tout cas, voilà, la cybersécurité à considérer sérieusement. Jérôme Giacomini. Alors, non, moi je dirais, en contraire, on a beaucoup de chance. On a l'euro. C'est quand même un truc de dingue. Moi, je me souviens du franc français. Je ne sais pas si certains l'ont connu. C'était l'horreur. Ça bougeait énormément. Là, on a un truc très solide. On a la chance, justement, avec l'IA, avec tout ce qu'on a, de pouvoir accéder à tous les marchés, de plus s'attendre à ce que votre mot Google soit le premier site sur lequel vous tombez. Il suffit que vous ayez une vraie histoire dans votre métier, une vraie compétence. Vous arrivez tout de suite. Et puis, le conseil, c'est sortez de votre pays. Donc, pour ceux qui ont envie de se balader, je conseille l'agence de voyage MEDEF International, excellente. Ça vous permet d'aller voir des pays et de vous dire, d'avoir une photo, c'est-à-dire que vous allez rencontrer les plus hautes autorités, mais ça vous permet d'avoir une photo du pays. Vous avez aussi, bien sûr, BPI, avec aussi Business France. On a en France une énorme envie d'envoyer les PME à l'international. Donc on est très servi sur ça. Donc en gros, on a un marché très puissant qui est l'Europe, très fort. Nous, par exemple, on a une barrière à l'entrée qui est magnifique, qui est l'aviation civile. Notre ballon est homologué par l'Agence européenne de l'aviation civile. Ça nous permet finalement d'être très puissants et d'avoir une porte d'entrée dans beaucoup d'endroits. Donc en réalité, moi je dirais, jamais l'international n'a été aussi facile. Bizarrement, je suis désolé de vous dire ça, mais jamais on a eu autant de possibilités, jamais il y a eu une telle appétence des services de l'État pour nous faire partir. Il faut y aller, mais il faut être patient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer l'international en se disant j'y vais, je vais vendre tout de suite. Il faut y aller 4-5 fois, 10 fois. Il faut s'attaquer sur certains pays, pas aller dans tous les endroits. Et puis après, ça marche. Parce que si votre produit est bon, si vous amenez une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe dans les autres pays, vos clients vont les prendre. Parce que par définition, eux-mêmes ont besoin de créer de la valeur ajoutée. Et si vous les aidez dans ce domaine-là, ça marche. Donc moi, je dirais, allez-y, sortez de votre frontière. De toute façon, si vous restez en France, vous êtes mort. Donc il faut y aller. Augustin Pro.
Merci. Traduisez votre site du coup pour partir à l'international, c'est hyper important. On l'oublie. Non, moi je vais plutôt faire la casquette IA. Je trouve que on est dans un temps assez incroyable où il y a beaucoup d'opportunités. Il faut s'en saisir. Je l'ai vu dans les équipes, dans l'équipe support par exemple, il y a plusieurs personnes qui ont pris un projet. Ça a libéré leur créativité. En un trimestre, ils ont pu créer un outil en interne qui permet d'augmenter le temps de réaction et la qualité des réponses, ce qui aurait été impossible il y a 5 ans. Et c'est vraiment cette capacité à libérer à la fois la créativité et l'exécution. Je trouve que c'est une grosse opportunité l'IA pour ça. Et j'encourage tout le monde à s'en saisir à titre individuel, personnel et professionnel. Sonia. Alors en mot de la fin, j'ai envie de rester sur la note positive du il faut aller à l'international, il faut se développer effectivement, il faut adopter les nouvelles technologies, il ne faut pas en avoir peur. Pour autant, il faut essayer de naviguer cette complexité. Donc que ce soit pour la volatilité, et merci d'avoir fait la promotion d'IBAN First, couvrir son risque de change, bien sûr. Pour la partie innovation technologique et les risques inhérents, pour moi, l'enjeu, il est de réduire sa surface de risque. Et il y a des choses très concrètes à faire, des choses qui peuvent être de l'ordre de l'investissement technique. Donc, par exemple, la double authentification, ça vous permet d'avoir une deuxième barrière si vous vous faites compromettre sur le premier. Mais il y a des choses qui sont purement organisationnelles, qui n'ont pas besoin d'avoir des complexités folles. Et ça peut être découper vos chaînes de valeur et définir les rôles que vous voulez organiser pour sécuriser en fait les périmètres de votre organisation. Donc très basiquement, dans l'univers du paiement, ce n'est pas la même personne qui a la capacité de créer un bénéficiaire et d'exécuter un paiement. Voilà, c'était la commande qu'on m'avait faite, c'était de passer 2-3 petits éléments concrets. Je pense qu'il faut effectivement se lancer à l'international et naviguer dans cette innovation technologique, ne pas fermer la porte à l'intégralité. Merci beaucoup à tous les quatre. Vous restez avec nous. On va prendre des questions du public, s'il y en a, qui vous seront adressées. Merci pour votre partage d'expérience. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est quand vous avez commencé à vous lancer à l'international, quelle est la plus grosse contrainte auquel vous avez fait face et comment vous l'avez adressée? Je pense que vous avez chacun rencontré une problématique différente et je pense qu'elle pourrait peut-être servir à l'audience présente aujourd'hui. Alors, nous ne sommes pas physiquement installés à l'international. Ce sont nos fournisseurs qui sont étrangers. Et donc, notre premier problème, c'est les règlements. Et c'est de s'assurer qu'ils soient payés à l'heure, de bien recevoir les factures. Enfin, on a pas mal de sujets sur les factures électroniques à venir. Mais c'est déjà s'assurer que le paiement soit fait dans des délais. La plupart de nos fournisseurs, on doit les régler à 30 jours, même si on sait qu'en France, il faut aller chercher l'argent et ça met un petit peu plus de temps à payer en France qu'à l'étranger. Donc nous, on respecte nos engagements avec nos fournisseurs et le paiement, c'est essentiel. Et c'est vrai qu'avec IBAN First, on est rassuré sur le paiement, sur la rapidité, sur la visibilité. C'est une plateforme simple. Donc voilà, on l'utilise quasiment quotidiennement. Et voilà, le principal souci, c'était les règlements, s'assurer les livraisons. Quand c'est du service cloud ou des licences, c'est très très facile. On reçoit ça de manière électronique, donc pas de frais de douane, en effet, comme le disait Léa. On reçoit quasiment pas de matériel. Mais le problème a été résolu, en tout cas, grâce à IBAN First. Il y a deux internationales. Excusez-moi, deux internationaux, je ne sais pas comment on peut dire. Il y a Fire and Forget, c'est-à-dire que vous vendez depuis la France, vous exportez, vous touchez, ça c'est fait. C'est le plus facile. Ce qui est dur, c'est quand vous passez à la deuxième étape, c'est-à-dire que vous créez des filiales à l'étranger, et là, vous devez créer une activité à l'étranger. Nous, par exemple, on est présent, on a 2 filiales aux États-Unis, une filiale au Cambodge, et là, vous rentrez dans un autre défi qui est le remote management, c'est-à-dire que vous devez gérer des équipes loin de chez vous, avec des lois
qui ne sont pas celles que vous connaissez obligatoirement, avec tout l'environnement d'une PME, parce que moi j'aime bien ce qu'a dit David, hein, la SMMM, j'aime bien, je trouve ça super, bravo. Hein. Je vais mettre ça sur mon CV. Mais c'est vraiment ça, on est des petites boîtes, et puis on doit gérer des problèmes très complexes de taxes, d'impôts. Même si les États-Unis, ça semble évident, en fait, on reçoit toujours des tas d'emails de taxes, de trucs, de règles. Et donc c'est ça qui est vraiment dur, mais c'est ça qui fait aussi que le fait d'avoir une implantation internationale vous met dans le pays et vous permet vraiment de pouvoir plus irradier, de vendre plus dans ce pays-là parce que vous avez une présence et vous rassurez les clients potentiels. Donc pour moi, il y a vraiment 2 étapes. La première étape que n'importe qui peut faire, c'est de vendre. Et l'étape beaucoup plus compliquée, c'est de créer des activités dans les pays donnés. Ouais, merci. Du coup, je vais rebondir. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est ne pas créer d'activités dans les pays donnés et de tout faire depuis la France. Et on essaie de le faire depuis le début. On a essayé de se simplifier les choses un peu par paresse. Donc ça veut dire qu'au départ, on vendait que en euros, même aux US, on vendait pas en dollars. Et on a, pour le moment, tant qu'on peut le faire d'un point de vue business, on n'a pas d'équipe locale, que ce soit aux US, Canada ou dans d'autres pays européens. Donc tant qu'on peut tout opérer depuis la France et se simplifier un peu la vie, on le fait. Mais on a commencé à accepter du dollar pour certaines catégories de clients quand on est monté un peu en gamme de clients. Et là, on a commencé à avoir un tout petit parti des problèmes qui peuvent arriver. Et donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour collecter effectivement du dollar, se couvrir raisonnablement contre le risque de change et l'utiliser. Donc là, c'est à cette occasion qu'on a travaillé avec IBAN First. Mais je pense que nous, on a des petits problèmes par rapport à ceux de Jérôme. Donc, pas de grosses contraintes pour le moment. Je veux préciser, on n'a pas payé, on vous a pas payé pour intervenir aujourd'hui. Voilà. Déjà, merci beaucoup pour toutes ces règles et tous ces conseils. Justement, dans un contexte de développement à l'international, avec, vous l'avez dit vous-même, pas mal de contraintes locales, pas que de cyber, etc., mais aussi comptables, réglementaires. Comment est-ce que vous adaptez en fait vos modèles opérationnels pour tenir quand même une ambition stratégique qui peut être l'ambition que vous avez posée en France avec des objectifs? Et puis, comment est-ce que vous adaptez ça à chaque fois que vous rentrez dans un nouveau marché ou dans un nouveau pays? En fait, on se pose vraiment la question avant d'aller dans un nouveau pays. Vous voyez, c'est vraiment une question... par exemple, là, les États-Unis, c'était obligé qu'on y aille, puisqu'en fait, Disney nous avait demandé de venir mettre un ballon comme on avait à Disneyland Paris. Et donc, on a dû... c'était une opportunité extraordinaire. Donc, on s'est développé sur les États-Unis. Les États-Unis, on parle la langue, vous voyez. Par contre, quand on a pris le ballon au Cambodge, là, c'était vraiment compliqué. Et il faut absolument, absolument des relais locaux. Et c'est vrai que tout ce qui est francophonie, c'est des trucs un peu... Enfin, ça paraît dingue. On se dit, on va faire un truc logique, on va faire une stratégie. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Vous allez en voyage, vous tombez sur un gars qui est khmer, mais qui parle bien français. Voilà. Et en fait, vous avez vraiment besoin de relais locaux. Vous avez besoin de faire confiance, mais le contrôle est aussi nécessaire. Il ne faut pas se faire avoir. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que de vendre. Mais ça vous assure... En fait, nous, on a un métier, on est chasseurs et pêcheurs. Donc, on chasse les gros mammouths, donc on va vendre 5-6 ballons par an. Et puis, on a tous les petits poissons, les gars qui payent 20 € pour monter dans un ballon. Et là, on en a des milliers. Et c'est vrai que d'avoir des activités où vous avez tout le temps du chiffre d'affaires, tout le temps une activité, ça vous permet d'affronter des événements comme le Covid, comme la crise de 2008, où finalement, vous avez quand même un revenu. Donc, c'est vrai que c'est une stratégie. Est-ce qu'il faut y aller à tous les coups? Non. Enfin, c'est un truc assez intuitif. On a ouvert des pays qu'on a fermés. On a été au Canada, on a été en Belgique. Voilà, puis finalement, on a fermé. Il faut savoir aussi se retirer. Il n'y a pas de règle, il faut sentir les choses, mais il faut s'investir. En fait, il faut que vous utilisiez votre intuition pour se dire, ce pays-là, je trouve qu'il a plein de choses bien par rapport à mon produit. Je pense que mon produit amène quelque chose à ce pays-là et je vais m'y investir. Et puis, ça prend 4-5 ans.
Et puis après, une fois que vous y êtes et que la situation est stabilisée, là c'est fantastique parce que vous avez tout le temps des revenus et vous avez mis votre drapeau quelque part et donc ça vous permet de vous développer. Je vais répondre peut-être pour IBAN First en tant que SMM, parce que David, tu le disais bien en introduction, IBAN First est une SMM. On opère sur 12 pays depuis cette année. Pierre-Antoine a créé la structure directement sur 2 pays, donc on a une très forte exposition à l'international. Et comment on a construit et comment on maintient le modèle? On a une vision centralisée de la proposition de valeur. On sait décrire les clients, l'offre qu'on veut leur offrir. En revanche, localement, on a les forces commerciales pour adresser chaque marché. En fait, l'interaction, on s'en est rendu compte, spécialement dans un métier B2B, qu'il faut une proximité en local avec le client. Et c'est une proximité parfois qui est même en Allemagne, on est sur 2 villes, parce que l'interaction avec les clients n'est pas la même dans chaque région. Donc on essaie d'avoir une proposition centrale, on essaie aussi d'animer l'ensemble de nos pays en centrale, mais on a des spécificités locales pour être sûr d'adresser la réalité des clients qu'on a dans chaque pays. Nous, on n'est pas tout à fait concernés pour le moment, mais on envisage en effet d'ouvrir des filiales sur certaines régions européennes pour commencer, à savoir les pays francophones, que ce soit la Belgique, Luxembourg, Suisse, etc. On a aussi des opportunités en Espagne, parce que c'est très dynamique, et au Portugal. Dans notre métier de la distribution, vous avez des mastodontes, des sociétés de plusieurs dizaines de milliards, et des sociétés un peu plus à taille humaine comme les nôtres. Et il y a vraiment des gros potentiels de développement à l'international. Mais à ce niveau-là, on est comme vous, on est franco-français pour l'instant, mais avec des ambitions de développement européen. Un grand merci, Léa et tous vos invités. C'était vraiment très inspirant. Il faut vraiment les applaudir.